Grand journal. Au sommaire, la suite des graves incidents de la semaine dernière à Khossanto dans la région de Kédougou. 2 réunions convoquées cette semaine pour la mise en place des commissions de recrutement du personnel local des sociétés minières. Des passagers d'Air Sénégal bloqués à New York. Les passagers dénoncent l'absence de communication de la compagnie. Parmi eux, le député Théodore Chérif Monteil que vous entendrez. À suivre notre dossier politique sur la tenue de réunions et autres manifestations des partis au pouvoir dans les locaux de certaines institutions de la République. Pendant ce temps, l'opposition peine à organiser les siennes, même dans les lieux privés. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur l'anniversaire du gouvernement du Premier ministre Amadou Ba. Quel bilan et quelle perspective après le remaniement annoncé? À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Une semaine après les affrontements sanglants survenus dans la commune de Khossanto, dans la région de Kédougou, l'heure est à la mise en œuvre des instructions données par le ministre de l'Intérieur pour aller vers la mise en place de commissions dans une approche holistique. 2 rencontres viennent d'être convoquées par Madame le gouverneur de la région de Kédougou. Ibrahima Djebakhaté. Le calme est revenu dans la commune de Khossanto et environ, une semaine après les affrontements survenus entre forces de défense et de sécurité et population qui avaient entraîné 2 morts, 14 blessés dont 4 graves. Pour l'heure, les autorités administratives s'attellent à la mise en place des instructions données par le ministre de l'Intérieur à la suite du CRD spécial consacré aux événements malheureux de Khossanto. Ainsi, le premier acte pris par Madame le gouverneur de la région de Kédougou est la convocation demain de rencontres de concertation entre autorités administratives, territoriales et élus locaux du département de Saraya. Le deuxième acte sera la rencontre prévue jeudi prochain entre autorités administratives, territoriales et les jeunes. Toutes ces rencontres de concertation devraient aboutir à la mise en place de commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée dans une approche holistique en intégrant toutes les structures de jeunesse et de quelques services techniques du département de Saraya. Ibrahima Djebakhaté, Kédougou, RFM. À Saint-Louis, 51 pêcheurs et capitaines d'embarcation ont reçu leur diplôme, leur certificat après une formation de 5 jours. Ils ont été formés en théorie comme en pratique sur 6 modules qui tournent autour de la sécurité en mer, la survie et le développement des activités offshore. Reportage Ousseynou Diop. 511 pêcheurs, marins artisans et capitaines d'embarcation ont reçu leur attestation de fin de formation organisée par l'Agence nationale des affaires maritimes. Elhaji Abdoulaye Faye est le directeur des agents de mer. Nous pensons avoir atteint nos objectifs de sensibilisation des acteurs, notamment sur les aspects sécuritaires dans le cadre de la navigation, sur tout ce qui touche à la sécurité en mer. Les pêcheurs ont aussi suivi des modules de formation sur les limites territoriales maritimes, sur la sécurité en mer, la survie, le secourisme, la mécanique préventive et le développement des activités offshore. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées au niveau des zones de pêche. Il y a beaucoup de navires qui commencent à fréquenter la zone. Il y a beaucoup d'autres navires qui vont venir. Les coordonnateurs des conseils locaux de la pêche artisanale de Saint-Louis et Lompoul ont magnifié cette formation qui, selon eux, vient à son heure. La formation est intéressante. Elle a permis aux différents acteurs de comprendre surtout les différentes frontières. Nous voulons avoir d'autres modules pour accompagner les pêcheurs de Saint-Louis. Les ateliers de 5 jours ont permis aux pêcheurs et aux formateurs de discuter sur le phénomène de l'immigration clandestine qui occupe actuellement l'actualité. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. 511 pêcheurs et capitaines d'embarcation formés et non 51, autant pour moi. Allons à Kaffrine où les habitants de la commune de Katiot ont de réelles difficultés pour transporter leurs récoltes. À l'origine des routes qui sont impraticables, ils lancent une alerte aux autorités. Eau stagnante causée par les fortes pluies et nids de poules. Tel est l'état des routes qui mènent à Medina Taba, Kerbiran, Wilanen Bouy, Kerlayen Lobé, entre autres villages environnants. Une situation qui hante le sommeil de ses habitants. À chaque fois que l'hivernage arrive, nous avons d'énormes difficultés à écouler nos produits. Même les passagers ont des difficultés pour se rallier à Kaffrine. Entre Kaffrine et Wilanen Taba, ça ne pose pas problème. Ça pose problème tout simplement au niveau des transports. Leur calvaire, c'est aussi l'évacuation des malades vers Kaffrine. Si un patient a des problèmes,
nous allons faire un détour en passant par l'eau. Allemand, leur récolte. Derrière moi, il y a les charrettes, pour nous citer les charrettes d'âne, charrettes à cheval. Cet état des routes impraticables de la commune de Kachot est pratiquement le dénominateur commun de plusieurs localités de Kaffrine, surtout en cette période d'hivernage, une situation qui n'arrange guère les paysans. Ils réclament le bitumage de la route. Medina Taba, Diao Bambali, Kaffrine Day Aoubey, Radio Futur Média. Dans la région voisine de Kaolack, le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire a réceptionné 2 stations GPS permanentes. Ceci pour permettre d'avoir une planimétrie et une altimétrie bien maîtrisées. La réception de ces 2 stations en collaboration avec le GIZ entre dans le cadre du projet Sensouf ou projet d'appui à l'amélioration de la gestion du foncier au Sénégal. Mamadou Djigo, directeur général de l'ANAT au micro de Fatumbo. Nous sommes à Kaolack aujourd'hui pour réceptionner 2 stations GPS permanentes dans le cadre de notre coopération avec la GIZ dans cette modernisation du réseau géodésique. Ce matériel, c'est pour faire de l'aménagement du territoire, c'est pour faire des mesures, c'est pour accompagner les collectivités territoriales, accompagner les acteurs qui interviennent au niveau de l'espace. En quelque sorte, c'est par rapport à une bonne gestion de la planimétrie et de l'altimétrie. Pouvoir faire des mesures précises pour le bien de tous, le bien du pays. C'est pour que demain, ceux qui font les routes, la Géroute, vont faire des mesures exactes, en fait, précises, qu'on n'ait pas la difficulté de les faire, qu'on les fasse, en fait, de la façon la plus scientifique et la plus technique possible. C'est valable aussi pour ceux qui font de l'assainissement, c'est valable pour la gestion des inondations. Tout ce que je viens de dire, c'est en réalité, par rapport à une bonne gestion, une gestion intelligente, une gestion technique du foncier. Dans les régions de Kaolack et de Kaffrine, du coup, nous sommes très heureux. Nous savons que le Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique intelligente pour apporter des solutions correctes, responsables, respectées, acceptables par rapport aux délimitations. RFM, la radio de toute l'actualité. Des passagers de la compagnie aérienne Air Sénégal bloqués à New York. Initialement prévu hier 17 septembre, leur vol a été annulé sans pour autant qu'ils ne soient informés. C'est à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy qu'on leur a signifié l'annulation de leur vol. Ils dénoncent cette situation. L'ancien député Théodore Chérif Monteil est l'un des passagers de la compagnie Air Sénégal bloquée à New York. Il est avec Fama Dione. Mes enfants étaient en vacances aux États-Unis et moi je suis arrivé depuis le 7 septembre dernier et repartir avec les enfants. Donc on avait notre vol retour prévu la nuit du 17 septembre. Nous sommes arrivés à l'aéroport JFK depuis le New Jersey après 3 heures de route. Et puis dès que nous sommes arrivés, on a vu sur les écrans d'information que le vol de Air Sénégal a été annulé. Donc on est allé au comptoir H où Air Sénégal fait ses enregistrements habituellement. Il n'y avait aucune personne, vraiment personne. Nous avons fait le tour du terminal 1 pour trouver des gens pour nous informer. Il n'y avait personne. Et puis finalement, c'est le manager du desk qui nous a dit que Air Sénégal avait annulé le vol et que probablement on pourrait avoir un nouveau vol mardi 19 et qu'on devrait aller à l'hôtel Hilton à côté de l'aéroport et attendre mardi éventuellement pour voir si on pourrait avoir un vol retour. Mais le plus cocasse de tout ça, c'est que non seulement il y avait personne pour nous informer, mais ils nous mettent dans un hôtel où on a droit qu'au petit déjeuner. Le déjeuner et le dîner n'est pas pris en charge. Voilà la situation dans laquelle Air Sénégal nous met sans nous avoir informés, sans que personne ne nous dise quoi que ce soit. Cité Satar 2 de Kër Mbaye Fall, les résidents vivent un véritable calvaire. La cité est inondée. Les eaux de pluie se mélangent avec celles des fosses septiques. Les risques sanitaires sont donc énormes, alertent les résidents. Malik Diagne, porte-parole des résidents de la cité Satar 2, au micro d'Abdou Diouf Diagne. Nous avons acquis des terrains auprès de la société immobilière Satar, qui est présentement dénommée Holding Baobab. Nous avons signé un contrat de vente avec certaines conditions comme la viabilisation de la cité. Quand on parle de viabilisation, on parle d'eau potable, on parle d'électricité, mais on parle aussi d'assainissement et de voirie. Donc tous ces aspects-là étaient contenus dans le contrat de réservation. Actuellement, comme vous le voyez, nous sommes dans une cité inondée avec des eaux nauséabondes, des eaux de pluie mélangées à des eaux usées puisque les fosses sont déjà remplies. En dehors donc des risques sanitaires, nous avons des risques d'ordre physique. Les personnes ne peuvent pas se déplacer à cause des inondations. Les véhicules modestes, je ne parle pas des
4x4 ne peuvent pas accéder à la cité à cause donc de la présence de ces eaux-là, sans parler donc des risques d'accidents et autres. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui donc nous lançons un cri de cœur pour donc appeler Satar Imo ou bien Holding Baobab si vous voulez, donc à être un peu plus raisonnable et respecter apporter des matériaux. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait ici 11 ans, 12 ans, 13 ans et rien n'est fait. Donc c'est pourquoi nous demandons à Holding Baobab donc de respecter les contrats et de respecter les habitants de la cité. À Keur-Massar, le manque d'infrastructures de base, les inondations et les impacts de la décharge de Mbebes, ce sont entre autres les difficultés exprimées par la fédération départementale IPD de Keur-Massar à son candidat à l'élection présidentielle de 2024, Ibrahima Abounguet. Elle espère des solutions à travers son programme de gouvernement résilient pour l'émergence économique, sociale et le progrès. Mohamed Moustapha Sy, membre de la fédération départementale IPD de Keur-Massar, est avec Aminata Tabar. Cette assemblée part d'un constat que les handicaps principaux expliquent pour l'essentiel le retard des mesures d'accompagnement du département de Keur-Massar. Le dépotoir de Mbebes, avec son lot de désolations et des risques sanitaires, alors que les dividendes profitent au département de Pikine, cela indispose beaucoup les populations de Keur-Massar. À cela s'ajoutent les problèmes d'insécurité. La SNHLM morcelle des sites à usage d'habitat. À cela s'ajoutent aussi les problèmes d'inondation, absence de réseau de canalisation adéquat. On note dans le département de Keur-Massar un manque d'infrastructures criardes dans les 6 communes du département. Pour leur prise en charge, engage le parti à présenter la candidature de son président aux élections présidentielles de 2024 afin de pouvoir mettre en œuvre son programme de gouvernement résilient pour l'émergence économique et sociale progrès. Ce qui nous amène à l'actualité politique. À Mbour, les leaders de Benno Bokk Yakaar travaillent à l'élection de Amadou Ba dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2024. Ils ont mobilisé les sympathisants et les chefs religieux. Maguette Sène et Cheikh Issa Sall comptent mettre les bouchées doubles pour une victoire incontestable. Compte rendu, Ndeye Matidien. Cheikh Issa Sall réitère son approbation du choix du président Macky Sall porté sur Amadou Ba. Preuve de son engagement, le tout nouveau directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation demande aux chefs religieux et coutumiers du département de prier pour lui. Nous avons convié notre candidat pour leur demander de prier pour lui. Parce que tout simplement, nous avons considéré que c'est un bon candidat très compétent. Même son de cloche du côté de Malikounda, le maire Maguette Sène dit soutenir le candidat Amadou Ba à l'élection présidentielle de 2024. L'affirmation de notre soutien indéfectible au choix du président Macky Sall, à savoir le président Amadou Ba, qui remplit tous les critères pour pouvoir en tout cas devrait gagner à être unis. Quoique s'il y a des leaders qui ont manifesté en tout cas le désaccord par-ci et par-là, ce n'est que momentané, ça ne peut être que momentané. Parce que nous tous, on sait que notre salut, c'est d'être unis. Qu'il s'agisse d'Abdoulaye Daouda Diallo qui l'a affirmé, qu'il s'agisse d'Aly Ngouille Ndiaye, certainement qui est en discussion, Boun Abdallah Dionne et de tous les autres candidats. Je crois que d'ici peu, on va se retrouver autour de l'essentiel. Ces responsables de Benno Bokk Yakaar, avec leurs sympathisants, disent avoir commencé le travail sur le terrain pour le maintien du parti à la tête du pays. Les Matidjeng, Mbour, Radio Futur Média. Toujours dans le département de Mbour, mais du côté de Sandiara, les conseillers de Benno Bokk Yakaar, majoritaires au sein du conseil municipal, veulent destituer le candidat Serigne Gueye Diop de son poste de maire. Pour eux, c'est une victoire qu'il a eue sous la bannière de Benno Bokk Yakaar et maintenant qu'il leur a tourné le dos en présentant sa candidature ou en déclarant sa candidature à la prochaine présidentielle, il est illégitime à la tête de la commune. Il demande aussi au chef de l'État de préparer un autre leader à Sandiara, comme il l'a fait à Kolda avec Mamboy Diao. Écoutons Narlatine, président du mouvement Agir pour l'intérêt du Sénégal et conseiller au micro de Ndeye Matidien. Le maire de la commune de Sandiara, qui est élu sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Je suis conseiller municipal, président de commission, qui n'a pas respecté le choix du président de la République. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de pousser M. Diop à quitter la mairie, à démissionner, à nous rendre notre conseiller, parce que c'est sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. S'il ne le fait pas, nous serons obligés de se battre contre lui et prendre la mairie, le remettre au Benno Bokk Yakaar. Parce qu'on ne peut pas être maire de Benno Bokk Yakaar, ne pas respecter les consignes de Benno Bokk Yakaar et demeurer maire sans démissionner et être candidat contre le candidat du président de la République. Mais aussi nous demandons au parti, au président Macky Sall, de faire
le même traitement de Kolda pour Sandiara. À Kolda, Mamboy Diao est candidat. Il a élu le directeur général de la LONASE, il est un fils de Kolda. Donc nous demandons le même traitement que Kolda. Parce que pour se battre, il nous faut des armes. Et ça fait partie des armes. Le Parti socialiste a fait un démenti pour dire qu'il n'est pas avec Serigne Diop. Mon mouvement, Agir pour l'intérêt supérieur du Sénégal, n'est pas avec Serigne Diop. Une partie de APR n'est pas avec Serigne Diop. Benno Bokk Yakaar reste majoritaire au conseil municipal, ça c'est un. Deuxièmement, les deux adversaires qui étaient contre nous sont contre Serigne Diop. Le compte est fait. Les deux adversaires qui étaient en face de nous sont pour la destitution de Serigne Diop. Venons-en maintenant à notre dossier politique du jour. Réunions partisanes et autres manifestations du genre dans les sièges des institutions de la République, un phénomène qui dévalorise les symboles de l'État. C'est la conviction de certains analystes politiques. Pour eux, cela va aussi à l'encontre de la démocratie au moment où on interdit à l'opposition de tenir leurs manifestations, même dans les lieux privés. Pour nos politologues, les politologues que nous avons interrogés, le gouvernement, en l'occurrence Benno Bokk Yakaar, pour ne pas dire APR, doivent faire la part des choses. Un dossier ficelé par Nafissatou Sila. De la partisanerie dans les institutions de la République, c'est un constat. Réunion politique à la présidence ou conférence de presse purement politique dans un ministère ou autre institution. Une situation qui tend à banaliser ces institutions de l'avis du professeur Moussa Diaw, politologue. Dans une institution qui symbolise la République pose des problèmes en termes de la sacralité d'ailleurs de cette institution, parce que la présidence de la République, c'est un haut lieu qui constitue le sommet de l'État et qu'il faut préserver. Malheureusement, on constate la tenue là et ça contribue à leur banalisation. Même observation de son collègue, le professeur Abdoukhadr Sanogo de l'UGB. Pour lui, les symboles de l'État doivent être conservés dans un esprit républicain. C'est là l'expression d'une absence d'orthodoxie républicaine de la part de nos gouvernants. Il y a aujourd'hui un réel problème au niveau de nos gouvernants à observer une grande dichotomie entre ce qui relève de l'action publique et ce qui relève aussi de l'action politique. À mon avis, les manifestations du parti mais sont de loin différentes aujourd'hui des actions gouvernementales. Pour des instituts de ces trempes, à savoir la présidence de la République ou le siège du Haut Conseil, il me paraît aujourd'hui un peu déplacé, osé même, d'autant plus que pendant un bon bout de temps, on a refusé à l'opposition toutes sortes de rassemblements. Ça peut friser une absence de démocratie, d'équité et d'égalité entre les citoyens. De leur analyse, pour éviter ces situations impopulaires qui peuvent désacraliser ces institutions fortes, il faut savoir faire la part des choses. Comment faire la part des choses? C'est d'abord que l'on respecte la séparation des pouvoirs, que le président, dans les grandes démocraties, dès l'instant qu'un président est élu, il cède son parti à un leader politique. En France, c'est comme cela. Mais chez nous, c'est un problème. Pourtant, les institutions, les réformes dans le cadre de la réflexion des assises ont proposé justement cette rupture-là. Le moyen le plus rapide est de faire de telle sorte qu'il y ait une loi qui sépare les deux, qu'on puisse se libérer carrément de ces fonctions de secrétaire général ou de président de parti une fois qu'on est président de la République. De tout le temps, l'on nous apprend depuis l'élémentaire que les institutions de la République sont sacrées et pour nos analystes, il doit en être ainsi puisqu'elles rendent forte la République. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. L'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé samedi la charte du Liptako Gourma. Une alliance qui a pour but de créer des systèmes de défense collective et d'assistance mutuelle en cas de rébellion ou d'agression extérieure. Un début d'un G3 Sahel selon Bakary Sam, directeur de Timbuktu Institute. Il parle aussi d'une régionalisation du désaveu de la France. Théoriquement, en fait, aujourd'hui, les soldats nigériens et burkinabés peuvent désormais suppléer les forces maliennes face aux groupes armés à dominante touareg dans le nord du pays. Cet article 6 de la charte du Liptako Gourma fait figure de socle. Il n'est autre que l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN. C'est une configuration inédite et un changement géopolitique majeur avec ce pacte kaki contre les autres membres de la CEDEAO. Ces trois pays, il faut le savoir, perçoivent désormais le principe de sécurité collective de la CEDEAO comme une menace stratégique contre eux.
Cela constitue une régression marquante qui rend encore beaucoup plus complexe l'environnement sécuritaire régional. Le fait que 3 pays sahéliens ayant exigé le départ des troupes françaises se coalisent revêt aussi une symbolique assez forte. Il s'agit d'une régionalisation du désaveu de la France. Cette alliance signe en outre la mort du G5 Sahel dont s'est retiré Bamako depuis mai 2022. Il faut savoir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso étaient des pivots du G5 Sahel. C'est le début donc d'un G3 Sahel qui se dessine. Maintenant, est-ce que la communauté internationale va continuer à jouer la solidarité avec la CEDEAO et l'Union africaine? La question porte maintenant sur la légalité et la légitimité des régimes de transition et pas encore en transition. Il va falloir rester de façon très très prudent puisque nous sommes désormais en diplomatie, entrés dans l'ère de la diplomatie du tacite en voyant la manière dont les États-Unis se sont comportés au Niger et qui aujourd'hui fragilise véritablement cette solidarité au niveau international et qui place la France dans une posture assez difficile au Niger et au Sahel de manière générale. Au Mali, toujours la coordination des mouvements de l'Azawad affirme avoir pris le contrôle de 2 bases militaires dans la ville centrale de Léré où des combats ont éclaté hier entre l'armée et les rebelles Touaregs du Nord. Une déclaration du porte-parole de la CMA sur Reuters. Les forces armées maliennes avaient indiqué hier sur le réseau social X qu'une attaque avait eu lieu à Léré et qu'une réponse était en cours sans fournir de détails. En Tunisie, expulsion de centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Près de 500, ces migrants expulsés hier dimanche occupaient une place dans le centre de la ville de Sfax après avoir été chassés de leur logement début juillet, selon le une vaste campagne sécuritaire contre des migrants clandestins, annonçant l'arrestation de près de 200 migrants qui s'apprêtaient à effectuer une traversée clandestine vers les côtes européennes. En Libye, 5 membres d'une équipe de secours grecque tués dans un accident de la route. L'accident s'est produit peu après leur arrivée pour participer aux opérations de sauvetage à la suite des inondations meurtrières qui ont fait plus de 11 000 morts à Derna, selon les Nations Unies. Ouverture demain de l'Assemblée générale de l'ONU au cœur de l'agenda, le retour des objectifs de développement durable ODD adoptés en 2015 par l'ONU. Ce lundi, 145 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à New York pour la semaine de haut niveau de l'AG qui reprend à plein régime pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19. Merci Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'an 1 du gouvernement Amadou Ba, quel bilan de la primature du candidat désigné de Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle et surtout quelle perspective dans le contexte d'un remaniement ministériel annoncé? Pour répondre à ces questions, nous serons avec Momar Thiam, analyste politique, docteur en communication et directeur général de l'école des hautes études en information et communication, et avec Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. RFM Sport. Avant cela, l'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Les Lions du football sont en regroupement pour préparer le match contre le Mozambique. Ce sera donc pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2024. Les Lions vont jouer contre l'équipe mozambicaine et pour préparer cette rencontre, le sélectionneur a convoqué 25 joueurs qui sont en regroupement depuis 11h ce matin. Le plan, programme et comment l'équipe va préparer cette rencontre prévue donc à la fin de ce mois vers le 22 septembre. À Thiès, Mamoussa Sissé nous a confié quelques secrets ce matin. En réalité, nous avons bouclé 4 semaines de préparation ici à Guéréo avec un groupe exclusivement composé de joueuses jouant dans le championnat sénégalais et où il y avait aussi beaucoup de joueuses de la sélection U20. Maintenant, nos joueuses expatriées qui ont été reparties en France et qui ont commencé leur championnat hier vont nous rejoindre. Et on aura un groupe de 25 joueuses, dont 9 expatriés, pour les 2 matchs de vendredi et de lundi prochain. Donc il se trouve que déjà avec elles vont arriver aujourd'hui. Nous aurons 3 jours d'entraînement avant d'entamer le match. Ça nous permettra de faire les réglages pour pouvoir aborder le match dans la bonne dynamique.
Boulaye Dia retourne en Italie et fait la paix avec les dirigeants de son club. Il était en bisbille avec les dirigeants de la Salernitana depuis son transfert avorté vers l'Angleterre. L'international sénégalais qui était en regroupement avec la sélection nationale et qui est rentré par la suite en France après avoir déclaré donc qu'il était blessé, a finalement trouvé un chemin et un compromis pour retourner en club. Abdoulaye Dioufba, notre consultant en Italie, nous fait le point. Il y a un certain temps, Boulaye Dia était en bras de fer avec les dirigeants de la Salernitana. Cela s'explique par le fait que le joueur et son agent, Vadim Vasiliev, avaient négocié avec les Anglais de Wolverhampton pour un prêt avec option d'achat estimé à 18 millions d'euros sans avertir la direction du club italien. Une journée avant la fin du mercato, les Anglais ont transmis l'offre aux Italiens. Et le président Danilo Iervelino a vite refusé. Et Boulaye n'a pas apprécié l'attitude de ses dirigeants. Et le samedi avant la veille de la rencontre Lecce Salernitana, le joueur montrait des caprices en disant qu'il a des douleurs au genou. Et il est rentré à la maison. À la maison, il a encore déclaré qu'il est malade. Et Paulo Sousa, l'entraîneur, a vite, avec Morgan De Santi, le directeur sportif, ont pris des décisions et ont exclu le joueur du groupe. Le joueur est venu au Sénégal pour la sélection et au Sénégal, il a déclaré forfait devant l'Algérie. Et il devait rentrer vite en Italie. Le joueur sera consulté dès son arrivée en Italie et l'amende qui lui a été infligée a été annulée. En mode basket, l'AS Douane veut faire mieux à la 4e édition de la Basketball Africa League. Après avoir remporté le titre de champion devant la Jeanne d'Arc de Dakar, les douaniers veulent frapper encore plus fort, plus vite lors de la 4e édition de la Basketball Africa League sur le Tcham. Vice-championne en titre de la Basketball Africa League, l'AS Douane va encore représenter le Sénégal pour la 4e édition de la BAL. Très normal, selon le président Cheikh Tidiane Diop. Vu ce qu'il a montré l'année dernière lors de la BL, en allant jusqu'en finale, vraiment mérité qu'on remporte encore à nouveau ce championnat pour encore représenter le Sénégal à cette compétition majeure. Pour faire mieux que l'édition précédente, le président de l'AS Douane compte encore sur son entraîneur, nommé meilleur coach de la 3e édition de la BAL. Fabi Gueye, d'accord, il n'a plus rien à prouver, mais il a un challenge. C'est la Basketball Africa League. Parce qu'il était allé jusqu'en finale. Moi, je pense que cette année, il doit continuer le travail pour qu'on puisse décrocher ce titre. C'est possible, hein? On a les potentialités. Avec le départ de Jean-Jacques Boissy et de Samba Dalifal, l'AS Douane pense faire de bonnes recrues pour maximiser ses chances. Recrutement triple XL pour qu'on ait vraiment des joueurs intérieurs qui sont bons. Et j'appelle aussi des autres joueurs qui ont du potentiel. S'ils peuvent rejoindre l'AS Douane, la porte est grande ouverte. En dehors du recrutement, un terrain d'entraînement sera mis à leur disposition, selon le président. Les autorités douanières sont conscients de cela. D'ailleurs, ils ont mis à la disposition de l'équipe une surface pour pouvoir abriter un terrain de basket. Ça ne saurait tarder. Bientôt, on aura, Inch'Allah. Voilà, Suleiman, c'était tout pour les sports. Merci Malal Junior Diagne. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Georges Détié Diop. Que du ADD, Abdoulaye Daouda Diallo partout et nulle part. C'est maintenant officiel pour la présidentielle de 2024. Abdoulaye Daouda Diallo se range derrière le candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, ADD s'aligne derrière Amadou Ba comme l'indique Vox Populi. À l'origine de son soutien à l'appel du président de la République, le président du Conseil économique, social et environnemental confie qu'ils ont mesuré ensemble les candidatures multiples au sein de leur coalition et il ne faut donner aucune chance aux entrepreneurs du chaos. Ainsi, Sud Quotidien affirme que Abdoulaye Daouda Diallo rend les armes. Besbi Le Jour parle d'addition, alors que les Échos relèvent que Macky Sall fait pire. Ce que confirme Source A pour qui ADD refuse l'accolade à Amadou Ba. Selon le journal, à aucun moment, le maire de Boké Dialoubé n'a accepté de prononcer, ne serait-ce qu'une seule fois, le nom du candidat de la mouvance présidentielle Amadou Ba. Conclusion, Walf Quotidien souligne que ADD snob Amadou Ba et l'info fait état d'un drôle de soutien et Direct News d'un manque de sincérité et d'élégance dans le discours. Malgré tout, Amadou Ba dit saluer la décision de son frère. Vox Populi rapporte ses propos selon lesquels
lesquels ils gagneront ensemble et travailleront main dans la main pour poursuivre la mise en œuvre de la vision du président. Qu'en est-il de Mamboy Diao? L'observateur affirme que la rupture n'est pas définitivement consommée entre le président Macky Sall et le maire de Kolda qui a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. Selon le confrère, les deux hommes se sont rencontrés samedi dernier à Mermoz dans le plus grand secret. Et Mohamed Boun Abdallah Dionne, Besbi le jour, informe qu'il va annoncer sa candidature après avoir été reçu par le khalife général des Mourides Serigne Mountakha et dire que selon le quotidien, après la déclaration de soutien à Amadouba, ADD Abdoulaye Daouda Diallo a laissé Boun Abdallah Dionne tout seul sans voix. De l'avis de Sucré Salé, l'ancien premier ministre ne sait plus quelle voie suivre, persister dans une solitaire dissidence sans être sûr d'obtenir des parrainages ou alors ravaler sa fierté et se ranger derrière celui qui a été son ministre de l'économie et des finances. Un dilemme a laissé sans voix un homme politique au point de lui faire une amnésie partielle comme le président du Conseil économique, social et environnemental et oublier le nom de Amadouba. Amadouba qui est un homme compétent, expérimenté et rassembleur correspondant au profil attendu par les Sénégalais. Ce sont là des propos du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui s'entretient avec le quotidien national Le Soleil. Entre autres sujets évoqués, l'affaire Sonko Adji Sarr, la participation à la présidentielle de Khalifa Ababakar Sall et Karim Meïssa Wade, les prisons, la carte judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature. Un coup d'œil dans Source A. Il est question du parrainage, le plan de Sonko. Selon Source A, Ousmane Sonko entend se faire parrainer par les citoyens étant entendu qu'il est sûr de son aura auprès des masses. Mais comme pour jouer sur deux registres, le maire de Ziguinchor va demander que Bassirou Diomaye Faye soit parrainé par 13 de ses 25 députés. À la une de Libération, après la présence annoncée de cocktails Molotov dans une maison de service, la descente musclée de la brigade de recherche et du GIGN au lycée Maurice Delafosse. Les gendarmes ciblaient une maison située vers le centre de formation artisanale. 5 membres d'une même famille embarqués après une perquisition. À vos kiosques. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. À 12h34, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. C'était le 16 septembre dernier, le président de la République nommé Amadouba à la primature de la République et le lendemain, celui-ci s'attelait à former son gouvernement. Et en décembre, il faisait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. À 3/4 de l'année suivante, et alors qu'on parle d'un remaniement ministériel imminent, quel est le bilan de ce gouvernement et quelles sont les perspectives pour tenter de répondre à cette question? Nous sommes avec Momar Thiam, analyste politique, docteur en communication et directeur général de l'École des hautes études en information et communication. Momar Thiam, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous espérons être rejoints tout à l'heure par Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. Alors, Momar Thiam, justement, quels sont les éléments les plus significatifs qu'on pourrait pointer à l'actif et au passif de ce gouvernement, en rappelant que lors de sa déclaration de politique générale en décembre 2022, Amadouba avait clairement dit que les priorités des priorités, ou la priorité des priorités, c'était l'allègement du coût de la vie, le soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer, entre autres. Écoutez, Souleymane, il faut d'abord savoir que la nomination d'Amadouba intervient à la suite de la suppression du poste de Premier ministre pendant quelques temps et que le président de la République a bien voulu rétablir. Et donc, du coup, il y avait une attente somme toute particulière par rapport à la nomination de Amadouba comme Premier ministre. Les attentes étaient là, les vœux des Sénégalais étaient là et les observateurs étaient plutôt attentifs pour savoir quelle va être l'empreinte que va donner Amadouba justement à sa nomination comme Premier ministre. Vous l'avez dit tantôt, il a formé un gouvernement d'attaque ou un gouvernement qui va s'attaquer, si tu veux, au coût de la vie, aux inondations, mais aussi à la cherté des loyers.
On a vu que la loi pour la diminution des loyers a été votée à l'Assemblée nationale, qu'il y a même une structure ad hoc qui a été mise en place sous la houlette de Momandao pour contrôler cela. Et ensuite, il y a justement l'emploi des jeunes et la lutte contre les inondations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à son actif, on peut quand même retenir, en tout cas pour moi, l'élément qui a été déterminant dans sa communication sur l'évaluation, si vous voulez, des politiques publiques qu'il a coordonnées jusque-là. C'est la rencontre des ministres, de certains ministres avec la presse pour rendre compte. Mais on s'est rendu compte que autant la première édition a fait événement parce que ça faisait un peu de nouveauté, autant pour le reste, on a l'impression qu'il y avait juste de la restitution des actions ou des recommandations, des instructions du président de la République via son Premier ministre et qui devaient être surveillées et évaluées. Donc malheureusement, cette forme de communication, quelque part, a plus ou moins être contre-productive pour la voie des 5 raisons. C'est que vous aviez toujours derrière l'augmentation du coût de la vie, puisque les denrées de première nécessité, malgré le contrôle de l'État pour les prix, ont continué à flamber, et que les loyers, Momandao le disait lui-même, malgré le nombre de plaintes et de sollicitations de sa structure, certains contrevenants s'adonnaient toujours à l'augmentation du prix du loyer. Et que donc l'État n'avait pas, la puissance publique n'avait pas une emprise sur ces questions-là. Et ensuite, ce qui a été contre-productif par rapport à la communication du gouvernement sur, justement, peut-être au passif du Premier ministre, c'est que autant le gouvernement faisait défaut et était quelque part ce nuage de fumée qui brouillait complètement tous les acquis qui étaient jusque-là à l'actif du président de la République et donc de son Premier ministre qui est coordonnateur. Et le bilan immatériel pour vous, c'est... C'est des questions de bonne gouvernance. On pointait souvent du doigt la justice, une justice à deux vitesses, puisqu'il n'y a pas eu autant, en tout cas, de jeunes prisonniers politiques ou pas, ou affiliés à un parti politique, à un mouvement politique, à un mouvement citoyen dans les prisons au Sénégal. Et tout cela jetait quand même le discrédit sur l'action gouvernementale, comme je l'ai dit tantôt, c'était un nuage de fumée autour de l'action gouvernementale qui cachait complètement le bilan matériel et qui est somme toute éloquent. N'est-ce pas? Excusez-moi, Mouacham, nous avons été rejoints par Papa Amadou Fall et je voudrais justement l'entendre sur les éléments de bilan les plus significatifs, les plus importants à son avis, un an après la nomination de Amadou Ba à la tête de ce gouvernement. Papa Amadou Fall, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Alors, bilan positif, bilan mitigé ou franchement négatif, d'après vous? Et franchement négatif, je n'oserais pas le dire. Et quand on analyse également le contexte politique dans lequel nous avons vécu, on peut dire que le bilan est très mitigé. Mitigé et surtout en ce sens que je suis d'accord avec monsieur Momar Thiam. Monsieur Thiam, d'autant que c'est vrai que le contexte a été tellement lourd, tellement difficile, qu'analyser même devient extrêmement difficile. Mais l'on retiendra quand même qu'il y a eu une démarche et des efforts qui ont été entrepris. Amadou Ba n'est pas on lit plus le technocrate que le politique en lui. Et cela s'est ressenti dans la gestion de son gouvernement de manière générale. Momar Thiam a parlé du bilan matériel. C'est à ce niveau particulièrement que Macky Sall a été attaqué et donc trouver les éléments de langage à ce niveau est extrêmement difficile. Au-delà des questions de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, il y a aussi le respect le non-respect des droits humains, notamment plus particulièrement des droits politiques tels que le droit à manifester, la liberté d'expression, la liberté de presse, etc.
Oui, mais tout ça, c'est pourquoi je dis le contexte politique a été extrêmement lourd. C'est parce que le contexte politique a été lourd que justement, ceux qui se sont engouffrés et les éléments également sur lesquels ils se sont appuyés ont pu dire le Sénégal une mauvaise gouvernance, le Sénégal en panne de démocratie. Tout cela peut être bien relevé, mais on dira également qu'il s'agissait notamment de préserver la sécurité des personnes et des biens. Et quand vous êtes dans cette dimension, on peut se permettre certaines choses. Ce que nous avons vu au mois de juin dernier peut expliquer à suffisance toutes les dispositions qui ont été prises, notamment par les FDS, les forces de défense et de sécurité, pour dire on ne peut pas laisser faire. Et ça, c'est vrai. Amadou Ba l'endosse parce que c'est son gouvernement, mais cela peut également justifier que l'on puisse dire le passé dissous, que certaines personnalités sont en prison. C'est des éléments de langage sur lesquels il faudra rebondir et bien réfléchir parce que nous sommes vraiment dans une situation extrêmement préoccupante dans ce pays. N'est-ce pas? Alors, essayons de nous projeter vers l'avenir. Nous savons tous, le Premier ministre Amadou Ba a été désigné comme candidat officiel de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle de 2024. Et l'on annonce dans les tout prochains jours un remaniement ministériel. Ne restera pas à la tête du gouvernement. Personne ne le sait pour l'instant. Mais Momar Thiam, le bilan de Amadou Ba à la tête du gouvernement lui sera-t-il utile en vue d'une prochaine campagne électorale, en vue de la prochaine élection présidentielle? Et quelles sont les inflexions qu'on pourrait anticiper par rapport justement à un Premier ministre maintenu à la tête du gouvernement qui serait Amadou Ba, par exemple? Moi, je pense que le problème de Amadou Ba, et mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il est plus dans un registre plutôt technocratique que politique, qui fait que d'ailleurs, à l'instar des autres premiers ministres qui étaient jusque-là, il n'était pas dans une logique communicationnelle pour montrer un tout petit peu le travail qui a été fait jusque-là. Il a légué ça à des ministres. Oui. Et malheureusement, et ça lui porte atteinte, raison pour laquelle, même dans les études que nous, on mène en tant que consultants, les gens vous disent, mais on le connaît à Dakar, mais à l'intérieur du pays, on ne le connaît pas. Vous savez, il y a des premiers ministres, quelquefois, qui marquent de leur empreinte, peut-être le faire réfléchir s'il faut qu'il reste à la primature ou pas. Et moi, je pense que, d'un point de vue même perspective électorale, avec sa désignation comme candidat de Benno Bokk Yakaar, il faudrait qu'il s'affranchisse justement de la primature pour pouvoir se montrer, pouvoir être lui-même et aller au contact des Sénégalais, notamment de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que tant qu'il est sous la couverture justement de la primature, même quand il va faire campagne, il sera reçu avec les honneurs, avec le gouverneur, avec toute la justice de l'État. On verra plus le Premier ministre que le candidat. Et c'est sur ce registre-là, moi, je pense que Amadou Ba devrait, à la limite, demander même au président de la République de le libérer, de le délester du poste de Premier ministre, pour qu'il soit libre et soit lui-même et être au contact des Sénégalais et pouvoir s'exprimer devant les Sénégalais, proposer un programme, même s'il dit lui-même en tweetant qu'il sera dans la... Un mot qui revient très souvent avec Amadou Ba, puisque lors de sa déclaration de politique générale, il avait également dit qu'il serait dans la continuité de l'œuvre du gouvernement précédent, même s'il n'y avait pas de Premier ministre à l'époque. Oui, mais être dans la continuité de l'œuvre du président de la République, cela veut dire que demain, il est encore Premier ministre et il va faire campagne. Comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, on verra toujours l'ombre du président de la République sur sa tête. Est-ce que cela peut être productif? Je me pose des questions. Des questions que je pose. Merci beaucoup. Il faudrait qu'il s'affranchisse, à mon avis, de la primature et qu'il va à la rencontre du peuple sénégalais, qu'il soit lui-même, qu'il s'affirme davantage et qu'il mette sur le manteau du technocrate, un manteau à la limite politique, et qu'on voit ce qui peut apporter de plus au-delà de la primature. Parce que, comme il a dit mon collègue tout à l'heure, c'est un bilan mitigé. Je ne vois pas en tout cas son empreinte indélébile
sur son passage pendant un an à la primature. Merci Momar Cham. Je rappelle que vous êtes obligé pour une éventuelle campagne ou une campagne électorale à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que finalement sa discrétion c'est pas pourrait être un mal pour un bien, en sachant que au moins il ne pourra pas être comptable ou responsable d'éventuels échecs de son gouvernement? Ah si, comptable de certains échecs de son gouvernement, il ne peut pas échapper à ça. Les réussites, il va les endosser. Il va donc comptabiliser également les échecs. Mais je pense que ce qui est important, et M. Thiam l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il sorte. Que le président Macky Sall le libère. Personne n'a le don de l'utilité, que je sache. Amadou Ba ne l'a pas en tout cas. Dès lors, obligation lui est faite de se départir de son manteau de Premier ministre, on le libère et il va à la rencontre des Sénégalais. Parce qu'il a un bilan extrêmement fort. On peut également le relever sur le plan sécuritaire. Ça, c'est important. Et je pense que c'est le bilan le plus fort que l'on puisse mettre en avant aujourd'hui par rapport à la situation que le Sénégal vit. Si nous nous rencontrons, si nous nous retrouvons, si nous mangeons, si nous discutons encore, c'est parce qu'il y a une certaine sécurité qu'il y a dans ce pays. Et ça, Amadou Ba peut le comptabiliser auprès de Macky Sall et auprès des populations du Sénégal également. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci Pape Amadou Fall. Je rappelle que nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Pour l'instant, il est 12h49 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, à la coordination Mamas Toukan, à la